Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Hashtag Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Watchlist. Très important. C'est une compagnie qui mérite d'avoir une place dans votre watchlist. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on fait présentement ici aujourd'hui. En plus de recevoir chaque mois 2 notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées, plus les notes de suivi. La note d'analyse est essentiellement basée sur la lecture des rapports financiers. Ça veut dire que si on présente une entreprise, d'accord, on a lu les rapports financiers et on continue à suivre l'entreprise tant que le scénario de départ est toujours d'actualité. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète en se basant uniquement sur ce que je dis. Non. C'est pour vous aider, vous également, à lire vos propres rapports financiers, essayer de voir à peu près si vous arrivez à trouver les mêmes informations que moi, sinon des informations plus négatives ou plus positives. OK? C'est tout. Donc, on ne promet pas de rendement de 400%, 20% ou je ne sais pas quoi. OK? Donc, c'est essentiellement des entreprises qui, moi, m'intéressent personnellement pour mon portefeuille privé. OK? So, on continue ici. Pour acheter, comme je l'ai dit, watchlist. J'ai parlé sur cette chaîne d'une compagnie qu'on appelle ERC Holding. Ok, on peut revenir ici sur la compagnie. On va mettre ici ERC Holding. ERC Holding. D'accord, Top Invest. J'ai également parlé de United Rental. D'accord, Top Invest. Vous tapez United. Bon, les deux apparaissent ici parce que les deux sont liés. Ça, c'est aux États-Unis. Je pense qu'il y a également une autre entreprise aux États-Unis qui a le même secteur d'activité. Et l'entreprise que je vais vous présenter présentement, elle est plutôt en Angleterre. OK? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Essentiellement, elle est spécialisée dans la location d'équipements industriels et de construction. Donc, le chiffre d'affaires par activité est reparti comme suit. Location d'équipements, 90,9%. Vente d'équipements d'occasion, 4,8%. Et attention, quand on parle de vente d'équipements d'occasion ici, regardez les free cash flow de cette compagnie ici. Vous allez voir que ces free cash flow ont tendance ici à être... les free cash flow ne vous donnent pas la véritable rentabilité de cette compagnie ici, dans le sens où elle dépense énormément en capital, mais en réalité, elle vend également certains de ces actifs-là. Et quand elle vend ces actifs-là, voilà, elle récupère une certaine partie de cet argent. Donc, cet argent-là va amortir les coûts les coûts liés aux dépenses en capital. D'accord? Donc, je vous prends un exemple pour faire simple. OK? Admettons ici que j'ai 200 millions ici d'operating cash flow opérationnel, moins la dépense en capital, disons, de 300 millions. Vous allez voir ici que, oh, il a des free cash flow négatifs. D'accord? Parce que normalement, le calcul du free cash flow, c'est operating cash flow moins la dépense en capital. Mais si vous regardez bien, la dépense en capital est dans le segment investissement. D'accord? Dans le segment investissement, ici, vous allez remarquer qu'il y a peut-être il y a une partie qui correspond ici à la vente de matériel. Et si la vente de matériel correspond plutôt à 200 millions de cash flow, enfin pas 200 millions, 200 dollars de cash flow en supplément, en réalité, j'ai dépensé combien pour l'achat de mon matériel. Au lieu de dépenser 300 millions, comme c'était écrit ici, j'ai dépensé en réalité 100 millions. D'accord? Parce que j'ai acheté le matériel de 300 millions, j'ai vendu du matériel pour 200 millions. Donc, en réalité, les deux s'annulant. Donc, il me reste quoi? Une dépense réelle de 100 millions. Donc, j'aurai un free cash flow ici de 100 millions. Donc, il faut toujours aller reconstruire les free cash flow. Très important. Net income, free cash flow doit être égal au moins à net income. Si vous remarquez que les free cash flow sont inférieurs au net income, posez-vous les bonnes questions. D'accord? Et dépendamment de ces questions-là, vous pouvez avoir un raisonnement différent. Si vous avez une entreprise ici qui a tendance à investir massivement ici, là, pour la croissance et qui génère des free cash flow, disons, moins élevés que les net income, vous pouvez vous dire, OK, la dépense en capital de croissance ici, ça s'arrête quand? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça produit quelque chose? OK, si une dépense en capital de croissance alors que ça ne produit rien du tout, parce que techniquement, si on dépense plus en capital, on devrait avoir plus de revenus, mais si c'est juste pour se maintenir au même niveau de revenus actuellement, posez-vous les bonnes questions. Sauf si c'est indispensable. Donc, vous allez généralement, faites attention aux utilities généralement qui n'ont pas de free cash flow. Et c'est avec les free cash flow qu'on paye la dette. C'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende. Donc, quand vous regardez le payout ratio, regardez réellement le free cash flow, le payout ratio en fonction des free cash flow et non en fonction des bénéfices nets. OK? So, cette compagnie-ci, on sait que c'est une entreprise qui loue de l'équipement. J'aime bien ce genre de business. C'est facile à comprendre. Mais également, c'est un business qui peut être cyclique. Donc, vous avez vu ici qu'on loue essentiellement à qui? Construction. Construction. C'est important de mentionner cela. C'est-à-dire que s'il y a un ralentissement au niveau de la construction, et là, ça peut être la construction résidentielle, commerciale, voilà. Il y aura ici également un ralentissement au niveau de la demande d'équipement en location.
Mais c'est temporaire. Aux États-Unis, sauf s'il y a un programme de dépenses en capital là-bas, aux États-Unis, par exemple, pour United Rental et ERC, non, je vais arrêter de parler de ces deux compagnies-là. Je vais donner trop d'informations. Je vous laisse aller vérifier ça ici aujourd'hui. Donc, ces deux compagnies-là, je les mets de côté. Bref, j'ai déjà parlé de ça sur les dernières vidéos. On va aller directement ici au niveau de l'évaluation de cette compagnie. Donc, vous savez que généralement, pour évaluer l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Je recherche le revenu, la croissance des revenus, free cash flow, nombre d'actions, PER, dette nette, qualité de dividende, si dividende il y a. Donc, qualité pour moi, je préfère regarder la qualité de dividende avec mes propres yeux. Je n'ai pas besoin de score par rapport à ça. Ok? Il faut apprendre à tout faire manuellement. Sinon, si vous êtes à la merci d'un logiciel parce qu'on vous donne un score de je ne sais pas quoi, franchement, vous êtes entré dans les embrousses. Revenu. La première chose qui m'intéresse, c'est le revenu. Parce qu'une entreprise qui n'a pas de revenu, c'est une entreprise qui n'aura clairement pas de bénéfice net. Sauf s'il y avait un truc extraordinaire à l'intérieur. Mais bref, ce n'est pas durable. Il n'y a même pas de sauf. Vous remarquez ici, qu'est-ce qu'on a? Croissance des revenus exponentielle. Pourquoi? Est-ce qu'on fait des acquisitions ou bien c'est de manière... Donc, quand vous voyez le revenu, la question qui doit vous revenir, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on a cette croissance de revenus? Est-ce que c'est acquisition ou organique? D'accord? C'est important. Donc, ici, on voit qu'il y a plusieurs acquisitions. Donc, la croissance ici est essentiellement par acquisition. Regardez maintenant la taille du marché pour voir à peu près est-ce que cette croissance va continuer. Elle exerce dans quelle géographie d'opération ici. Donc, c'est une compagnie, oui, c'est une compagnie anglaise, mais également, est-ce qu'elle a des ramifications en Europe? On voit ici que aux États-Unis, c'est drôle parce que, en fait, je suis con. Hachette Group ici a également son plus gros marché, c'est aux États-Unis. Ok, donc c'est un concurrent même à United Rental et ERC. Ok, vous avez également le Royaume-Uni ne représente que 12% du chiffre d'affaires et le Canada 5,8%. Donc elle n'est même pas encore allée en Europe. Donc ça dit qu'il y a peut-être une opportunité de croissance en Europe. Mais les États-Unis présentement restent le gros marché. Donc c'est-à-dire que cette compagnie-ci va avoir tendance à bien se comporter aux États-Unis, notamment parce qu'aux États-Unis, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a un programme de dépenses en capital ici pour renouveler l'infrastructure. Donc on aura besoin de ce genre d'équipement-ci. D'accord? Je reviens ici. Au niveau des marges brutes, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a des marges brutes ici stables ou croissantes? Donc, on a à peu près une stabilité, c'est près de 90% ici. C'est bien. En termes de marge EBITDA ici, qu'est-ce qu'on observe? Les marges EBITDA sont plutôt stables, aux alentours de 43% ici. Les net income et les free cash flow, on va regarder si on parle le même langage. Je sais déjà que les free cash flow et les net income ne parlent pas le même langage. Et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et je vous ai dit pourquoi. OK? Donc, ici, cette entreprise aura tendance à avoir des net income les net income égale au free cash flow. Donc, free cash flow va égal, free cash flow sera au moins égal à net income. Donc, je vais prendre ici les net income, d'accord, en termes de marge. OK? Net income margin ici, ça représente quoi? Et elle ne perd pas d'argent. C'est pas comme si, voilà, quand vous regardez les free cash flow en question, il faut regarder ici, est-ce qu'elle perd de l'argent ou bien elle arrive au moins à s'autofinancer. Parce que oui, c'est bien, enfin, techniquement, je ne dois même pas regarder ces free cash flow-là parce que, excusez-moi, il faut que je dois les reconstruire un tout petit peu. Sinon, ça, c'est une information qui va me donner une information erronée. Ça n'a rien à voir. Donc, excusez-moi, papa, ça ne prenez pas ça en considération. Donc, en termes de marge, ok, qu'est-ce qu'on constate ici? On a des marges de combien pour cette compagnie-ci? On a des marges ici, je vais comparer directement aux autres entreprises qui sont dans le même secteur d'activité, hein, ça tombe bien, d'accord? Donc ici, je vais prendre la deuxième, ERC Holding, c'est HRI, ticker symbol. Non, c'est même pas, c'est ERC Holding, ici c'est HRI, ticker symbol. Après, je prends United Rental, URI, ticker symbol, ok? Je compare tout ça ici, donc je vais mettre chacun à son niveau. Voilà. Donc, ici, sur les 10 dernières années, HTED, c'est 16%. United Rental, c'est 10%. Et ERC, c'est aux alentours ici, c'est aux alentours ici du 11% par là, parce que techniquement, ERC ici, il faudrait la prendre à peu près par rapport aux dernières années ici, parce que c'est une entreprise qui est nouvellement cotée, donc la rentabilité, c'est maintenant qu'on essaie de la voir, c'est maintenant qu'elle commence à se révéler. Donc, vous pouvez remarquer ici que la compagnie United Rental également augmente sa rentabilité. Maintenant, il faut poser la question, est-ce que c'est durable? Mais vous pouvez voir ici que par rapport à la moyenne de HTED ici a une moyenne ici aux alentours de 15 à 16% par là. Sur les 5 dernières années, on a à peu près du 16%. D'accord? Sur les 3 dernières années, on a à peu près du 15%. Sur les 3 dernières années, d'accord? Donc, quand on dit 15% sur les 15% sur les 3 dernières années, vous remarquez que la pandémie également est passée par là. Donc, est-ce qu'il y aura un mal ici que je prenne un 16% de rendement ici pour cette compagnie? Je ne pense pas.
OK? Donc, quand on regarde un tout petit peu ici, elle a la possibilité de pouvoir apporter à peu près du 15% ici. Mais je vais peut-être rester prudent. Je dirais oui, du 16%, excusez-moi. 16%. Donc, pour ceux qui aiment la précision, je pourrais même mettre 15,71. On va couper la poire en deux, c'est pas grave. Je n'ai pas envie d'avoir précisément raison, mais le moins tort possible. 15,71. Il y a de grandes chances que cette compagnie-ci continue à croître. Je connais à peu près la taille du marché ici et je sais qu'il y a un potentiel de croissance et la croissance ici est essentiellement par acquisition. Ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous ne lisez pas les rapports financiers. OK? Donc, les prévisions des analystes ici auront tendance à être vraies dans le futur. Donc, 9 milliards 487. Donc, je prends ici le 9 milliards 487, ça veut dire que je suis optimiste. Faites attention, parce qu'en date d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. D'accord? 9 milliards, combien? 487. OK? Maintenant, croissance, etc., je mets ça de côté. Nombre d'actions ici, on va prendre ce qui est affiché ici sur Coifin. On est à peu près combien? Disons 437 millions d'actions. Je vérifie également ici qu'est-ce qu'elle fait avec les actions. Est-ce qu'elle les rachète? Donc, on vérifie ça à ce niveau-ci. Est-ce qu'on pratique le rachat d'actions? Oui. Et c'est une bonne chose. On est à peu près à combien? Au dernier trimestre ici. Et il faut vérifier le dernier trimestre s'arrête quand. Voilà. On est à peu près ici à 441 millions d'actions. Ici, zone bourse, on est à peu près à 441 millions. Ici, on est à 437. Donc, je vais mettre 441, je ne me casse pas la tête. Si c'est moins que ça, tant mieux. OK? 441. PER moyen pour cette compagnie, et c'est là où il faut faire attention. Le PER moyen, ici, je pense qu'on se rend que 15 et 17 fois les bénéfices. Je vais même plancher pour un 15 fois les bénéfices par là. D'accord? Donc, 15 et 17 fois les bénéfices. D'accord? So, si on prend ici si on regarde ça par rapport à son historique, OK? Price to earning. Ici, ça représente combien? Voilà, je mets la médiane. On paye combien généralement? Le marché paye combien pour cette compagnie? 17 fois les bénéfices. Voilà, 17 fois les bénéfices en moyenne ici. Si on prend à peu près une compagnie comme Yuri se paye à combien ici? Alors, Yuri, on aura tendance, voilà, je divise ça. Donc, Yuri également, on aura tendance à être aux alentours de 16, 17 fois les bénéfices. Ah non, Yuri, ça sera même aux alentours de 15 fois les bénéfices. Je pense que j'avais pris 15 fois les bénéfices ici. Donc, je vais être gentil. Si je veux prendre, de toute façon, je peux prendre un PER de 17 et 15, mais je ne peux pas aller à 20 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. Impossible. D'accord? Donc, je prendrai ici 15 fois les bénéfices. D'accord? Pas casser la tête. 15 fois les bénéfices, même si on peut espérer le 17. OK? Donc, on devrait le calculer avec 15 et 17 fois les bénéfices. Mais vu que j'ai inclus une certaine croissance également ici, restons prudents. OK? Dette nette. Est-ce que la dette nette ici augmente ou diminue? OK? On a une dette nette ici aux alentours de 8 milliards 820. D'accord? Et on va vérifier également ici au niveau de zone bourse, 8 milliards 820. Ici, on me marque ici aux alentours de 7 milliards par là pour la dette nette. Donc 6 milliards 900, 6 milliards, c'est bien ça, 6 milliards 981. Je vais vérifier ça ici. Est-ce que c'est en dollars américains ou en livres sterling? Attention, c'est très très important. Ici, je vois dollars américains. C'est important à aller vérifier. Et là, si je mets le setting, OK, en dollars américains, je vais vérifier ça, la dette nette ici. On l'a en dollars américains. Il faut faire très attention. Sur zone bourse, c'est en livres sterling. Ici, quand on met en livres sterling, on va aux alentours de 7. OK. Donc, vous constatez déjà ici qu'il faut vérifier toujours qu'on travaille avec la bonne devise. OK. Ici, c'est 7 milliards 150 au dernier trimestre ici. Sur zone bourse, ici, je vais prendre ce qui est affiché sur zone bourse aux alentours de... Je vais mettre 7 milliards. D'accord? On va le mettre à 7 milliards de livres sterling. Parce qu'ici, on a pris le ticker symbole en Angleterre. C'est 47,17 livres. OK? Donc, ici, ce n'est pas 47 000. Ce n'est pas 4 700. Faites attention. Ils ont une façon de comptabiliser ça en Angleterre. Ils ont une façon de marquer... la numérotation est un peu particulière en Angleterre. D'accord? So, c'est un peu comme en Inde. C'est intriguant de voir ce genre de choses-là. Alors, c'est un peu comme les kilomètres ou bien les miles aux États-Unis, par exemple, ou bien les livres au lieu de prendre le kilogramme. Donc, il faut toujours vérifier ce genre d'informations-là. Donc, la dette nette ici, on va mettre aux alentours de 7 milliards de livres. Dividende, on va y revenir. Donc, on a tous les éléments ici pour effectuer l'évaluation de cette compagnie. 9 milliards 487, je rappelle que c'est une estimation par rapport à ce qui est attendu en 2025. 9 milliards 487, multiplié par combien? 15,71%. 15,71 fois, 15% de ce montant-là, multiplié par 15 fois les bénéfices. N'oubliez pas, il ne faut pas faire d'erreur. 15,71, c'est la marge. D'accord? Ici.
Donc, le 15% de ce montant-ci, ça donne combien? Ça donne à peu près 1,490 milliard. 15 fois les bénéfices de 1,490 milliard et poussière, ça donne à peu près 22,356 milliards. Moins la dette nette aux alentours de, techniquement, si j'enlève encore la dette nette ici, c'est même encore abusé. Mais bon, on va le laisser comme ça. Moins la dette nette ici, ça fait à peu près 15,356 milliards. Divisé par le nombre d'actions, ça donne à peu près 441. Ça donne combien? 34, ça donne à peu près 34,82 livres sterling. On va la rendre ici à 35. 35 livres sterling. Ok, donc on pourrait se dire qu'idéalement, l'entreprise ici serait intéressante aux alentours de 35 livres sterling. Mais n'oubliez pas une chose, j'ai pris 15 fois les bénéfices. Et je sais qu'à 15 fois, nous avons une entreprise qui peut rapporter ici à peu près 1,490 milliard, qui peut également repayer sa dette ici. Ok, on a également pris une certaine croissance à ce niveau-ci. Admettons qu'on arrive à voir les 1,490 milliard ici en termes de dividendes, donc le bénéfice net en question, si on vous le reverse en totalité à partir de 2025, par rapport à la capitalisation boursière actuelle en livres sterling, qui est de 20,636 milliards, donc divisé par 20 milliards, d'accord, 600, ça vous donne à peu près un rendement ici de 7,23%. 7,23% ici, si vous prenez 100 divisé par 7,23, ça vous donne ici au total 13 fois les bénéfices, donc disons 14 fois les bénéfices par là. Donc on peut se dire ici que cette compagnie ici est correctement évaluée par rapport à ce qui est attendu aux alentours de 2025 sans prendre en considération la dette. OK? Sans prendre en considération la dette. OK? Parce que comme je l'ai mentionné ici tantôt, on a à peu près en date d'aujourd'hui, en termes de revenus, un chiffre d'affaires, on s'attend à peu près à 7,849 milliards. Si je le calcule maintenant avec 7,849 milliards, admettons que j'ai 7 milliards, d'accord, 7,849 milliards, 15% de ce montant-là, OK, par rapport à la capitalisation boursière actuelle aux alentours de 20 milliards, 20 milliards combien? 20 milliards 600, je n'enlève même pas la dette ici, d'accord? Ça vous donne ici un rendement de 5,70%. Et à 15 fois les bénéfices ici, comme je l'ai toujours dit, ça représente à peu près combien en termes de rendement? En moyenne, 6,66. Donc, ça veut dire que c'est légèrement surévalué en date d'aujourd'hui. Mais avec les bénéfices qui auront tendance à augmenter ici, on aura tendance ici à avoir un multiple qui va se rapprocher de 15 fois les bénéfices. Donc, je ne peux pas dire ici cette compagnie-ci est surévaluée. D'accord? Elle pourrait être correctement évaluée si on ne prenait pas en considération la dette. OK? Et la dette en question aura tendance on aura tendance à rembourser la dette également ici. OK? Et la dette également, il ne faut pas oublier, elle peut repayer cette dette-là. Est-ce qu'elle verse un dividende en date d'aujourd'hui? Le dividende ici, aujourd'hui, il est de 3%. Enfin, excusez-moi, il est de 1,47%, alors qu'il y a à peu près, voilà, il y a un objectif ici aux alentours de 5% par là. OK? On s'attend à beaucoup plus que ça, vu qu'elle rachète également ses actions. Bénéfice net par action aura tendance à augmenter sur le rachat d'actions également est mis en place. Donc, vous remarquez ici que ça serait difficile ici de dire que l'entreprise est surévaluée. OK? Donc, dites-vous ceci. Si on fait le rachat d'actions ici, vous allez voir que le bénéfice net par action aura tendance à augmenter. Si vous prenez ça et que vous le posez ici, vous allez trouver quelque chose aux alentours ici, presque aux alentours de 10% par là. OK? Sans prendre en considération la dette. Donc, il ne faut pas également oublier ce genre d'éléments-là. Donc, ça peut être intéressant d'avoir du HTL ici. Comme d'ailleurs toutes les entreprises dans ce secteur d'activité-là. Mais j'ai une préférence pour United Rental et ERC. Mais voilà, ce secteur d'activité-là est assez intéressant. OK, mais n'oubliez pas qu'il aura tendance à se négocier à des PER très peu élevés. D'accord, 15, 17 fois maximum par là. OK, ici j'ai pris 15 fois les bénéfices, j'essaie de me protéger ici. OK, mais ça n'aurait pas dérangé également de prendre 17 fois les bénéfices. Donc, c'est quelqu'un qui veut investir sur HTL ici, ça peut être intéressant de commencer à lire les rapports financiers en date d'aujourd'hui. D'accord? Ça peut être très intéressant. Donc, si l'entreprise continue à augmenter ses bénéfices nets ici par action, tant mieux pour vous. Si elle rembourse également la dette ici, tant mieux pour vous. Si elle augmente également les bénéfices nets ici, le bénéfice net ici, globalement, tant mieux également pour vous. OK? Donc, c'est à creuser. C'est à creuser. OK? Donc, vous allez me dire, mais tu as trouvé ici 35, pourquoi maintenant tu dis que l'entreprise ça pourrait être assez intéressant? Tout simplement parce que le secteur d'activité en question est en plein changement. Il y a beaucoup d'opérateurs, de très petits opérateurs ici. Donc, c'est un secteur qui est en pleine consolidation. Je sais également qu'il y aura tendance à augmenter les marges ici. OK? Si je prends cette compagnie-ci et que je suis très dur avec elle, parce que je suis très conservateur de nature, d'accord, quand j'essaie d'évaluer une compagnie, d'accord, si je suis très difficile avec elle ici, j'aurais peut-être tendance à rater quelque chose. Surtout pour un secteur que je comprends. Donc, vous pouvez également, j'aimerais préciser que mon raisonnement peut également être biaisé à ce niveau-ci. Parce que la dette ici, elle peut la repayer en 5 ans. Une fois qu'on a repayé la dette en 5 ans ici, le 4,46$ ici en totalité, il m'appartient. Admettons même que ça ne bouge même plus. Il va m'appartenir globalement. Donc,
Si on repaye la dette ici au complet et qu'on me reverse 4,46 $ ici, ça me représente combien? Ça représente combien ici en termes de prix? 4,46 $ à 15 fois les bénéfices, ça représente combien ici? 15 fois les bénéfices, ça représente combien? 67 $ l'action. Par rapport au prix actuel, d'accord? Donc je sais que je peux espérer maximum, voilà, un 42% ici en supplément par rapport au prix actuel. Donc ça pourrait être assez intéressant. Ça pourrait être assez intéressant. Ça, c'est le bénéfice net par action, faites attention. OK? Bénéfice net par action. So, on peut se dire ici que l'entreprise ici, ça pourrait être intéressant d'aller creuser en supplément. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je peux également me tromper. Je me réserve toujours d'ailleurs le droit de le faire sans rancune. OK? Donc, cette compagnie-ci est intéressante. Elle mérite une place dans n'importe quelle watchlist. D'accord? Donc, je vais mettre une étoile sur cette compagnie-là. Comme je l'ai toujours dit ici, les entreprises qu'on a tendance à analyser ici, si vous remarquez qu'il y a une étoile devant, ça veut dire que c'est assez intéressant. J'ai oublié de mettre l'étoile sur United et ERC ici. OK? Ça veut dire que ça veut juste dire ici que les entités ici sont intéressantes à mettre en watchlist, sinon, ou bien qui ont certainement un avantage concurrentiel, soit visible, soit en construction. OK? On ne sera peut-être pas toujours d'accord. Ceci n'est que mon avis. Ça vous permet de différencier les entreprises ici qui sont intéressantes à celles qui ne sont pas. Vous allez me dire, mais tu as mis une étoile à Téléperformance. Oui, j'ai mis une étoile à Téléperformance. Ça peut être intéressant. Elle a des marges stables. OK? Jusqu'à preuve du contraire. D'accord? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Oui, j'ai également vu les étoiles sur ces compagnies-ci. C'est, comme je l'ai dit ici, sur chacune de ces compagnies, vous connaissez mon raisonnement. OK? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner massivement, les amis. C'est important. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Donc, hashtag, très important à avoir en watchlist. Merci.